Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur la chaîne de Dice Story. Je suis le professeur Kaifer, je suis avec Monsieur Manitou, qui est de mon micro, qui est par là-bas. Et nous recevons aujourd'hui Coralie David et Jérôme Larrey, les deux têtes bicéphales du dragon de chez Lapin Marteau. Donc un dragon lapin, ça ne fonctionne pas ma phrase, mais ce n'est pas grave. Bonjour à vous. Salut. Salut. Alors, vous êtes ici pour qu'on discute un petit peu de trois choses, en fait. On va parler un petit peu de votre maison d'édition, donc les Lapins Marteaux. Enfin, le Lapin Marteau ou les Lapins Marteaux, d'ailleurs. Comment ils sont au singulier. C'est au singulier. Mais du coup, quand on s'adresse à vous, c'est les Lapins Marteaux, du coup. Oui, c'est pas prévu qu'on soit plusieurs. C'est ça, mais ça marche aussi maintenant. Donc, on va parler un petit peu du Lapin Marteau, des gammes, des projets, etc. On va parler ensuite un petit peu de votre série mondialement connue, traduite en plusieurs langues francophones, Sortir de l'auberge, du coup. On conseille à chaque fois à Noël, hein, quand même. Ah ouais, c'est ça qu'on conseille à chaque fois à Noël, quoi. Les gens, vous jouez mal, achetez ça. C'est un peu ça. Et ensuite, on parlera de votre dernière actu absolument brûlante, qui est Château Falkenstein, qui vient de sortir au mois d'octobre. Et du coup, on parlera un petit peu de ce jeu et de tout ce qu'il représente, de tous ces thèmes qu'il va aborder. Et voilà, s'il y a une suite de thèmes qui est prévue et vos futurs projets. Voilà le menu d'aujourd'hui. Et nous allons passer à table. C'est ça. Par d'abord une petite présentation. Bah oui. Hein, qui c'est qui commence? Coralie. Ok. Eh ben j'y vais. Du coup, moi, je m'appelle Coralie. Donc, avec Jérôme, on dirige la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Voilà. Et puis, je suis également chercheuse puisque j'ai fait ma thèse donc sur les jeux de rôle, ce qui commence à dater un petit peu. J'ai soutenu en 2015. Ouais, et bon, ça va. voilà. Ça va. Et puis voilà, aussi, forcément, donc j'écris aussi du jeu de rôle avec Jérôme, généralement, que ce soit chez les Lapins Marteaux ou pour d'autres éditeurs. Voilà, on a participé à Héros et Dragons, l'Empire des Cerisiers, Monster of the Week, et bien d'autres choses encore. Voilà. Que des bons jeux, quoi, en fait. Ah ouais, j'avoue. Et Jérôme? Je fais tous les trucs que Coralie a dit qu'on faisait ensemble. C'est ça. Donc, sinon, ouais, ça fait quelques années maintenant. Alors, je dis quelques années, je me suis aperçu maintenant combien ça faisait il n'y a pas longtemps, et beaucoup. Ça passe vite, hein. Ouais, ça fait mal. En fait, j'ai travaillé pour pas mal d'éditions de jeux de rôle avec, on va dire, un peu toutes les casquettes, enfin, ce qu'on me faisait faire, quoi. Et depuis pile 10 ans, en fait, je m'occupe de Lapin Marteau. Et à côté, je fais un peu de recherche avec Coralie, on fait des ateliers de création de jeux de rôle, on fait... Des actual play Alors oui, des actual play, j'oublie tout le temps de le dire parce que c'est assez nouveau pour moi. Mais oui. Maintenant, je joue mal, mais de façon filmée. Maintenant, tout le monde le voit. Voilà. Mais tu écris mieux que tu ne joues, donc en fait, ça va. On dira pas qui fait quoi avec Coralie au sein de Lapin Marteau et on préservera le doute. Au début, Château Falkenstein, il y a quand même des indications sur maquette, relecture, qui sait qui fait. Ok, génial. Et du coup, alors, en quelques mots, juste rapidement, je sais que vous avez fait l'exercice à la radio, si je me trompe pas. Comment vous pitchez un petit peu ce que c'est le jeu de rôle à un débutant? Comment vous expliquez simplement, mais efficacement, à quelqu'un ce que c'est le jeu de rôle quand vous expliquez ce que vous faites dans la vie, quoi? Du jeu de société sans plateau, quoi, hein, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Pas loin. Alors, si c'est un débutant ou vraiment quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est, ce que je vais dire en général, c'est que c'est un jeu où on va se mettre autour du table et on va raconter une histoire ensemble. En général, chacun aura un personnage et il y aura peut-être quelqu'un qui jouera tout le reste, l'univers, les autres personnages, même si c'est pas obligé. Et que du coup, ça va être super bien parce que il y aura pas trop de limites à notre imagination, même si le jeu, ça sera un cadre quand même pour qu'on soit sûr de tous s'entendre, quoi. Mais en gros, voilà, un débutant, c'est comme ça que je vais le pitcher, quoi. Voilà. Toi, Jérôme, t'es d'accord ou pas du tout? C'est autour d'une table, il y a un MJ. Un vrai jeu de rôle, c'est 4 heures minimum et... Bon, alors ça aussi.
Voilà, enfin, j'ai deux façons de le présenter en général. La première, c'est de. Alors, c'est pas du tout définitoire, hein. Définitoire, c'est-à-dire qu'on a fait des longs trucs, plein d'articles, pour dire qu'est-ce qui caractérise une partie de jeu de rôle, mais pour l'expliquer de façon plus simple, c'est on se prend pour des personnages pour de faux et qu'on aime ça pour de vrai. pas mal. Alors, bien sûr, ça marche pas sur les parties qu'on n'aime pas, hein, donc c'est pour ça, c'est pas une définition super rigoureuse, on est d'accord. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de l'essentiel. Et l'autre truc, quand il faut l'expliquer à des gens qui connaissent pas du tout, c'est que je fais jouer une petite situation de jeu de rôle d'une minute ou deux, en fait. Et que souvent, les gens comprennent comme ça. Je sais pas si vous avez besoin d'un exemple ou... Ah, mais je me rappelle qu'à la radio, tu avais pris l'exemple avec le présentateur que tu as demandé s'il aimait bien les films de super-héros et tu l'avais mis en situation comme quoi c'était un super-héros. C'est ça en fait que tu disais. Ouais, c'est ça. Alors, le connaissant, c'était pas un risque de taré, hein. Je veux dire, il a fait un spectacle sur les super-héros, il a animé une émission sur les super-héros. Mais oui, c'est l'idée. C'est de dire... Enfin, souvent, ça part du principe, qu'est-ce que tu ferais si t'étais pas là? La personne répond. Si on commence à lui dire que c'est un jeu de rôle, elle va s'imaginer, elle va se demander si elle joue bien, en fait. Ah, ok. Elle va avoir du mal à se projeter, tandis que si on lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans une situation de tous les jours, bah, elle va avoir aucun mal à imaginer cette situation, en fait. Tu vois, des trucs aussi bêtes que tu rentres chez toi, ta maison elle a cramé, qui t'appelle un premier. Enfin, ça a l'air con, mais les gens vont peut-être un peu hésiter, mais ils vont se projeter de suite, en fait. Et une fois que c'est fait, il n'y a aucun souci pour dire, bon ben voilà, la seule différence c'est que tu ne joues pas toi, mais tu joues un personnage que tu as inventé. Moi j'ai une question. Pourquoi vous avez monté votre maison d'édition, en fait, en dehors de l'immense fortune que ça génère, bien évidemment, on le ça sait. Le problème, c'est là. Le jeu de rôle, c'est un gagne-pain, voilà. Mais en dehors de ça, bon, pourquoi vous êtes lancé là-dedans, en fait? Alors moi, j'ai rejoint Jérôme une fois qu'il avait fondé, donc je pense qu'il vous répondra mieux que moi. Mais pourquoi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire, ça je peux le dire. Pourquoi pas aussi. Moi, j'avais pas mal bossé en freelance en fait. Avant, j'ai beaucoup bossé pour Black Book, notamment sur la gamme Pathfinder, quand j'ai commencé. Et puis, j'ai fait un petit crochet par le roman, pas bien éloigné du jeu de rôle parce que c'était chez Mnemos. Je fais encore quelques petits romans pour eux. Notamment à sortir probablement un roman de Mathieu Gabory, qui est aussi l'auteur d'Agon. Donc voilà, vraiment des gens qui avaient un pied dans le jeu de rôle et dans le roman science-fiction, fantasy, fantastique. Et du coup, voilà, au bout de quelques années, quand Jérôme m'a proposé de le rejoindre, je trouvais ça vachement bien de pouvoir être à la tête des projets, en fait, de pouvoir être décisionnaire et de pouvoir vraiment faire les choix moi et donc avec lui. Des gammes qu'on allait faire, des jeux qu'on allait faire, enfin pour pouvoir se lancer et faire des choses que j'avais pas pu faire dans d'autres cadres en fait. Et oui, j'avoue que j'aime bien l'idée qu'on décide nous. Voilà. Ça peut se comprendre. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Et toi, du coup, Jérôme, t'avais déjà édité chez d'autres éditeurs, du coup. Pourquoi t'as préféré monter la tienne plutôt que de rester, je sais pas, chez John Doe et continuer à faire pour choisir aussi, j'imagine. Alors, ok, ça va faire super présomptueux, mais en fait, assez peu pour choisir, parce qu'il y avait pas mal d'éditeurs avec qui je m'entendais très bien, et qui me laissaient énormément de choix. C'est bien ça. Juste avant de monter Lapin Marteau, j'avais bossé sur Tenga pour John Doe, et ils avaient bien sûr des contraintes éditoriales, mais à aucun moment ils m'ont dit quoi faire ou ne pas faire. Ils m'ont soutenu quand j'aurais posé des questions, ils m'ont donné leur avis, mais c'était clair pour eux que j'avais le cut en fait. Et donc de ce point de vue-là, alors c'est bien sûr pas la même chose qu'être éditeur, c'est bien sûr pas la même chose que tout décider, mais je l'ignorais à l'époque. Très franchement, il m'avait fait laisser travailler vraiment comme je voulais, et s'était mis à mon service en fait. Et du coup, c'était voilà, je percevais pas, je ressentais pas un problème de décision en fait, même si effectivement, encore une fois, il y a des différences. Mais sincèrement, j'étais à un point où j'avais arrêté mes boulots précédents qui étaient on va dire, très rémunérateur, mais me rendait pas forcément très heureux, et puis j'avais envie d'essayer l'inverse. Si je pouvais avoir et rémunérateur et qui me rend très heureux, j'aurais trouvé ça cool aussi, mais sur le moment, j'ai pas trouvé.
Ouais, puis j'imagine que quitte à avoir autant de latitude en travaillant pour un autre éditeur, autant avoir la même latitude en étant son propre chef, quoi. Alors, oui et non. Alors, promis, hein, je vais pas passer toute l'interview à être pas d'accord avec toi, mais, Il va essayer. mais je vais essayer. D'accord. Mais en fait, il y a une réelle différence, bien sûr, sur le revenu. Quand on est éditeur ou seul auteur, etc. Enfin, je pense que j'apprends rien à personne. Mais clairement, ils avaient aussi apporté un support de poids, en fait. On n'est pas du tout dans le cas d'un éditeur qui m'aurait laissé tout seul je cherche un mot poli, débrouiller. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Bien sûr que ça existe, hein, je dis pas l'inverse. Mais pour moi, c'est des gens qui avaient totalement fait leur boulot, en fait. Et qui ont toujours, enfin, totalement fait leur boulot. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Ok. Et du coup, la ligne éditoriale de la maison, du coup, de votre maison d'édition, c'est quoi? Parce que quand on regarde un petit peu les gammes, on en parlera un tout petit peu après, mais entre Ryutama, Château, toute la gamme Partir à l'aventure qui est assez hétéroclite, plus c'est Sortir de l'auberge, c'est quoi en fait votre feeling? C'est quoi qui détermine ce que vous allez éditer? Je pense que ce qui va déterminer, ce qui va déterminer ce qu'on va éditer, il y a plusieurs facteurs. Le truc tout con, c'est qu'on aime le jeu et qu'on ait envie d'y jouer. En fait, les jeux qu'on édite, on y joue. En général, quand ça s'y prête, on y joue en campagne plus ou moins longue. Parfois, on y a même des fois joué avant qu'ils sortent, quand ça arrive, comme Falkenstein par exemple. Et ça, c'est déjà un premier critère. Et je pense que pour nous, vu notre taille, vu qu'on est assez petit par rapport à d'autres éditeurs, on va vraiment mettre l'accent sur des jeux qui vont nous interpeller en termes de game design, en fait. Qui vont soit apporter quelque chose, alors soit qui n'existe pas déjà, ou si ça existe déjà, qui vont pas forcément exister dans ce cadre, ou avec des choses en plus, ou sous un autre angle. Je pense qu'on va vraiment rechercher ces petites spécificités de game design, parce que clairement, voilà, tout ce qui est game fleuve d'une grosse licence de D&D, Cthulhu, etc., c'est pas vraiment notre créneau, c'est pris par d'autres qui le font plutôt très bien. Donc voilà, nous je pense que ce qui nous intéresse et ce qui nous a rapprochés déjà avec Jérôme, j'allais dire amicalement et professionnellement, c'est vraiment ces affaires de game design et d'aimer un peu décortiquer les jeux et comment ils marchent. Et je pense que moi je me suis assez reconnue quand on a discuté dans ce qu'ils faisaient déjà chez Lapin Marteau. À l'époque, il y avait que Ryutama entre guillemets. Et voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est vraiment éditer des jeux qui ont des espèces de griffes de personnalité un petit peu très marquées en termes de game design, et du coup c'est des jeux qu'on a envie de faire découvrir aux gens aussi, quoi. Ok. Mais ouais, donc vous avez fait ça, Ryutama du coup, Partir à l'aventure. Comment vous définissez un peu cette gamme, du coup, Partir à l'aventure, parce que c'est un peu Il y a Agon dedans, enfin, je veux dire, c'est... ouais, Agon qu'on a fait jouer d'ailleurs sur la chaîne. C'est vrai. Alors, Partir à l'aventure, concrètement, on le définit comme des jeux dont on veut qu'ils soient disponibles, qu'ils existent, mais dont on ne pense pas pouvoir les sortir sur papier de façon classique, en fait, sans y perdre la boîte, pour le dire clairement. Après, il y avait... c'est aussi venu d'une possibilité qui a été offerte à un moment par rapport à... en fait, aux anciens jeux certains anciens jeux de la boîte à eux. Donc, il y a un ancien éditeur toulousain qui a fait, on va dire, l'essentiel des jeux qui se retrouvent dans Partir à l'aventure. Et on trouvait important que ces jeux existent, en fait. Alors, aujourd'hui, dans, on va dire, tout ce qui est la sphère du jeu indépendant, tous sont pas forcément... enfin, on en a oublié certains. Mais par contre, quand ils sont sortis pour la première fois en français il y a 10 ans, ils ont beaucoup plus d'impact, en fait. Et ils font partie des éléments qui ont popularisé le fait que, en fait, qu'on joue à d'autres types de jeux, hein, tout simplement. Alors, c'est bien sûr pas les seuls, hein, je suis pas en train de dire que ça a tout fait, mais à un moment où c'était possible, à un moment où si on s'intéressait, qu'on allait en boutique, on trouvait certains jeux, on va dire, différents en boutique, et les gens pouvaient... pardon, je me répète, mais
ce qui était important, c'est que les gens pouvaient les trouver, en fait. Oui. Et ça s'adressait pas qu'à un petit groupe de gens super pointus, mais qui, en fait, vont partager quelques références entre eux, en fait. C'est pas... alors, je sais pas comment dire ça sans avoir l'air de dénigrer ce groupe, mais donc je fais partie aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, les gens hyper pointus sur le jeu de rôle, qui savent tout ce qui sort, qui connaissent des jeux sortis, je sais pas, j'allais dire... Comme nous, quoi. Ouais, C'est voilà. ça, oui. Mais je En pense gros, que oui, des vraies encyclopédies, quoi. Tu as des encyclopédies Mais, vivants, quoi. voilà, des gens qui sont capables de tout suivre, en fait, c'est pas si nombreux que ça, en fait. Et c'est bien que ces gens-là trouvent en boutique des jeux aussi qui soient différents. Et c'est ce qu'avait fait la boîte à eux, et pour moi, ils avaient super bien réussi ça, et ça a amorcé plein de choses chez plein d'auteurs aujourd'hui, en fait. Mais donc, on voulait que ces jeux restent disponibles. Donc, c'est pour ça on les a ressortis quasiment tels quels, mais en PDF, parce que financièrement, on pouvait pas les sortir sur papier. Enfin, c'est des jeux qui s'adressent pas énormément de joueurs, et qui en plus ont déjà eu une vie éditoriale complète, quoi. Donc, c'est pareil, au niveau des tarifs, on a fait ça super simple. Je crois qu'on a fait soit gratuit, soit 6 €, soit 10 €, je dis ça de mémoire. En mode, voilà, faisons des trucs carrés, simples pour tout le monde. Ce sera facile de s'y retrouver. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette gamme. Et on a d'autres projets de jeux dans cette gamme qui a été traduit notamment très récemment. Et on attend on le mettra à dispo quand on pourra, en fait. Ok. Pour continuer là-dessus, hein, Ouais, est-ce que dans cette gamme que vous avez actuellement, donc on parle pas des projets qui arrivent, mais vraiment de ces gammes que vous avez actuellement, que ce soit Château, Ryutama, etc., même sortir de l'auberge, est-ce que vous savez déjà s'il y a du suivi qui est prévu pour ces gammes-là, ou est-ce que certaines gammes que vous avez là sont déjà des gammes fermées, il y aura plus rien, parce qu'il n'y a pas des droits pour faire de la création dessus, ou parce qu'il n'y a plus rien à dire sur ces gammes-là, en fait? Alors globalement, aucune gamme n'est fermée dans l'absolu. Sur Château Falkenstein, oui, on a suivi puisqu'on a comme il faut, qui est donc le supplément qui va arriver, qui était compris dans le financement participatif. Voilà, il y a d'autres suppléments, notre supplément notamment qui est déjà traduit aussi. Donc sur Falkenstein, notre but de toute façon quand on a réédité le jeu, c'est qu'il y ait ce suivi de gamme qu'il n'y avait pas forcément eu en version française à l'époque. Donc après jusqu'où ça va aller, ça va de toute façon dépendre de l'avis de la gamme, quoi, et à quel point le jeu trouve sa place. Mais en tout cas, ouais, le suivi est prévu sur Falkenstein, sur Ryutama aussi. Voilà, on n'en dit pas beaucoup plus pour le moment, mais globalement, sur Ryutama, il y a les droits pour faire de la création dessus. Okay. Et c'est une gamme qu'on aime beaucoup, donc clairement, on voulait continuer à l'étoffer. Et puis, sur sortir de l'auberge, pour le moment, on a des idées. On a clairement des trucs dans les tuyaux. Après, il faut savoir que sortir de l'auberge, vu que c'est de la créa pure de nous ou d'autres gens quand on invite d'autres gens à écrire. C'est aussi des projets qui, dans le temps, s'étalent un peu plus. Donc, voilà, ça dépend aussi un petit peu de notre planning, sachant que voilà, qu'on a déjà pas mal de trucs en cours, vu ce que je viens d'évoquer. Voilà, on peut pas forcément le lancer tout de suite, mais en tout cas, ouais, clairement, on a des idées pour étoffer les gammes. Pour l'instant, en tout cas, voilà, il y a aucune gamme qui est fermée, et des idées, on en a. Ce qui va faire la différence, en gros, c'est l'avis de la gamme, à quel point elle trouve sa place. Parce que oui, je l'ai pas dit sur la question de comment on décide de quoi on édite l'édito, mais il y a aussi une question de rentabilité. Comme l'a dit Jérôme, il y a des jeux qu'on a envie de voir exister, mais qui clairement trouveront pas, feront pas en sorte d'avoir une rentabilité délirante en boutique. Voilà, il y a ça aussi qui est pris en compte, évidemment, quand on décide de faire un jeu. Voilà. Ok. En tout cas, ce serait bien de sortir un sortir de l'auberge cette année, parce que comme ça, on pourra le mettre dans notre... C'est ça, il en faut un tous les ans. C'est ça. pour Noël. Alors, on peut t'arranger assez facilement.
On peut changer la couleur de la couverture d'un des sortir de l'auberge. Peut-être qu'ils y verront peut-être pas grand-chose, je sais pas. Tu fais une V2, ça se fait, ça va te faire une. En une corrigeant V1.5. 2-3 coquilles. Ouais, on va voir. Sinon, tu prends une table aléatoire, tu prends un verbal infinitif, tu rajoutes une partie de jeu de rôle. Kiefer, il aime bien en plus les tables aléatoires. Il va s'en occuper. Exactement. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos joueurs qui viennent? Ouais, c'est bien. Il y a déjà une recette d'emmener des parties. Non, mais en plus, je dis ça, mais sur ce tir de l'auberge, en plus, on s'interdit pas non plus de regarder du côté des traductions parce que finalement, en anglais, il y a aussi de ce type de bouquin qui a été fait, quoi. Donc voilà, en fait, on s'interdit rien là-dessus, clairement. Et nous, notre envie aujourd'hui, que c'est cette gamme-là, elle continue aussi. Donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de vous dire sur quoi on s'est arrêté parce qu'on ne s'est pas forcément très arrêté. Non, mais c'est pas. Voilà. Au moins, le problème, c'est pas de trouver des idées. Le problème, c'est de trouver du temps et de les organiser. Surtout que là, c'est de la création pure, en fait. Donc, c'est pas, entre guillemets, juste de la traduction. Il y a tout à faire, en fait. Donc, ça demande forcément, j'imagine, beaucoup plus de travail que d'autres projets. Ouais, il faut voir que. Je croyais que tu n'allais pas être d'accord avec moi encore. Mais... je tiens à ce que ce soit noté, cette fois-ci, je suis d'accord avec toi. D'accord, ça va. Mais, c'est fait mais j'ai des réserves. D'accord. Pour le coup, j'ai aucune réserve, c'est juste que Coralie le disait en termes beaucoup mieux choisis, je trouve, que les miens, mais on a passé beaucoup trop de temps sur les précédents recueils. Pour plein de raisons, même, je veux dire, indépendant du taf, hein, mais ça a été un travail éreintant, quoi. La boîte à outils du meneur de jeu, il a fallu... c'est vraiment des années de boulot, et c'est un résumé d'années de partie, si je veux dire. Et du coup, ben oui, on avait besoin aussi de revenir un peu sur autre chose, de sortir des jeux, on avait besoin de travailler sur des projets qu'on avait depuis longtemps en fait, mais qu'on n'avait pas sortis parce qu'on était occupé à gérer d'autres problèmes et à terminer la boîte à outils. Donc on essaie d'alterner aussi de notre côté, mais clairement ça nous a pas... on a des choses dans les cartons, c'est une certitude. Voilà, il faut juste qu'on essaye de tout gérer bien, il faut encore une fois qu'on essaye de pas se tirer une balle dans le pied. C'est sûr. Et là, c'est la question bonus, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la jingle question ou pas bonus. Comment on fait pour avoir des livres épais mais légers? Le grand secret. En fait, c'est creusé à l'intérieur, il y a un truc. C'est que tu l'as pas ouvert. C'est ça, en forme de 9 mm. Oui. Non, c'est... en fait, on a un imprimeur qui est plutôt doué dans ce qu'il fait. Et avant de choisir quel papier on allait utiliser pour mener des parties, alors moi j'avais déjà bossé avec lui, notamment quand je bossais chez Bnemos. Ils ont une collection de beaux livres qui s'appelle Euroborg. C'est un peu des suppléments de jeux de rôle infiltrés en librairie. Des beaux livres illustrés qui sont clairement sur un univers, Lovecraft, Agon, etc. Et donc j'avais vu qu'effectivement il travaillait plutôt bien. Et ils nous ont donné le choix entre plusieurs papiers. Et donc voilà, on s'est arrêté sur celui qu'on a actuellement, qu'on aime bien parce qu'il est à la fois épais. Niveau transparence, c'est plutôt bien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de transparence d'une page à l'autre. Et en même temps, il a quand même une légèreté. Parce qu'en général, quand il y a de l'opacité, on paye un petit peu au poids. Donc du coup, on s'est arrêté sur ce papier-là. Et puis nous, on aime bien les papiers un peu ivoire comme ça, plutôt que blanc. Donc c'est après des discussions et des échanges d'échantillons et de bouquins édités avec ce papier-là qu'on s'est arrêté là-dessus, et on est plutôt content, parce qu'à l'époque, la boîte à outils du MJ devait être le plus petit des 3 livres, ce qui n'est pas le cas au résultat, et donc en fait, a posteriori, c'était vraiment chouette d'avoir pris ce papier-là, parce que ça donne un dictionnaire qui a un poids à peu près raisonnable, quoi. Mais ouais, pour nous, c'était important parce que c'est un peu terrible. Les paquets, surtout. C'est ça. Les bouquins, quoi, les cartons. Et c'est assez terrible, d'avoir des bouquins qui sont faits pour être manipulés, mais qui sont vraiment très lourds. Ça aide. Voilà, ça aide pas forcément. Donc du coup, c'était important pour nous qu'il y ait cet aspect. Il y avait une question, ma question bonus, c'était les autres projets, d'autres gammes à ouvrir. Parce que vous avez un petit onglet sur votre site qui est projet.
Donc, moi, je suis bête, hein, et méchant, j'ai cliqué dessus, T'as tu cliqué vois. dessus, Voilà, quoi, moi, genre, tu me mets un bouton, je clique dessus, tu vois, et j'en... Attends, bouge pas, je l'enlève du site. c'est ça. Mais de toute façon, le temps que je monte la vidéo, t'as le temps C'est ça. de l'enlever. Du coup, là, vous êtes plutôt sur l'idée de finir les gammes actuellement en cours, ou avant d'attaquer d'autres gammes, d'autres projets, ou vous faites un petit peu ça en parallèle, vous en êtes tout là-dessus? La version courte, c'est le bordel. Ne me sors pas la crise du papier, hein. Alors, tu rigoles, mais j'ai failli en parler juste avant, en fait, Oui, mais par tu peux, rapport c'est au intéressant choix d'avoir du votre point de vue. papier, de ce papier, effectivement, qu'on aime beaucoup. Clairement, enfin, aujourd'hui, on n'a pas été pénalisé par ça. Mhm. On l'est un peu en ce moment parce que ça complique les choses sur certains projets en cours, en fait. D'accord? Mhm. Mais on n'a jamais eu de retard qui a été provoqué par ça jusqu'à présent. Oui. Par contre, pour le fait d'obtenir ce papier-là, effectivement, ça a des impacts sur les prix, ça a des impacts sur les et tout ça. Je comprends que ça puisse paraître comme une excuse. Enfin, encore une fois, hein, pour nous, on n'a pas eu ce problème, mais c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème pour quasiment tout le monde. Donc, si jamais il y a un autre éditeur qui vous parle de ces problèmes-là, Oui, à mon avis, vaut mieux partir du principe qu'ils vous racontent pas des salades, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Oui, il y a eu des articles sur le feed, c'est tout, hein, qui en parlent. Hein. Oui, effectivement. Mm. J'avais oublié, mais effectivement, il y a ces articles qui en parlent. Voilà, les situations sont différentes, hein, bien sûr, selon les cas, quoi. Il n'y a pas de problème. Et on ne sait pas de ce qui va se passer là. Mais par exemple, il y a un éditeur, un des principaux éditeurs français, qui hier expliquait avoir des problèmes par rapport à la situation géopolitique en Ukraine. Mm. Je sais pas si vous avez vu passer Je cette l'ai info. pas vu, non? Ça m'intéresse. D'accord. En fait, l'éditeur en question disait que qu'on entrait dans une période où on savait pas trop ce qui allait se passer, pour le dire simplement, et que c'était un peu difficile de prévoir. L'imprimeur en question, c'est un imprimeur qui imprime quasiment toutes les maisons d'édition rôliste en France, en fait. Ah, c'est la maison en Lituanie, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, exact. Bah oui, c'est logique, Et- en fait. Et donc, voilà, nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas en train de vous dire si on a eu des problèmes, c'est à cause de ça. Mais par contre, effectivement, on va être vigilant. Mm. On va être vigilant, et qu'on soit clair, hein, le drame, c'est les morts, c'est pas le papier, quoi. Ça, c'est sûr. Mais délire. aujourd'hui, on en discute avec d'autres éditeurs, il y a beaucoup d'incertitudes. Et alors, on verra quand ça sortira, le temps qu'il faudra pour le monter, mais au jour où on enregistre la vidéo, on ne sait pas grand-chose, quoi. C'est un peu compliqué. Par contre, avec toutes ces considérations super optimistes et positives, j'ai oublié la question de bonus de la question bonus. C'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. Et d'autres gammes, peut-être, genre Monster Hearts, je dis ça au pif. Alors- je prends un nom au pif que j'ai vu comme ça. Tiens, du PBTA, ça pourrait être cool, je sais là pas un marteau. Tu veux répondre, Coralie, ou Tu peux répondre s'il te plaît, Coralie. Et hop. Non, c'est justement, c'était pour pas répondre tout le temps, mais Oui, bien sûr. moi, je veux bien les insulter. Si tu préfères que je les insulte, il n'y a pas de problème, tu me dis, quoi. Bon, non. Non, mais oui, on est extrêmement attaché à Monster Heart et Extrêmement. extrêmement. Et oui, non, mais c'est clairement en cours, c'est clairement dans les tuyaux à venir, on va dire. Si c'est pas à très court terme, c'est à moyen terme, quoi. Voilà. Voilà, c'est un jeu auquel on est très attaché. Il y a déjà la traduction qui a été faite. On a commandé les illustrations qui sont en cours d'être faites là pour notre version française. Ah oui. Ouais. Donc du coup voilà, C'est c'est un jeu qu'on veut faire bien déjà. Et on espère le proposer aux gens en français vraiment bientôt. La fin, c'est notre objectif. Après, voilà, on va voir évidemment avec notre planning
et dans les impondérables dont parlait Jérôme, Oui. voilà, il y a des choses à prendre en compte et encore d'autres impondérables. Mais globalement, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, c'est notre objectif, en tout cas, là, à moyen terme, de vous proposer Monster Art, quoi. Voilà. Ah, mais c'est déjà bien avancé, du coup, c'est bien. Hein. C'est pas, moi, je m'attendais à une réponse genre, non, mais oui, on avait envie, mais non, mais ça va, en fait. Alors, sincèrement, je m'attendais à une réponse comme ça aussi. Je suis un peu surpris, mais et par contre, oui, on essaye aussi de faire le suivi, comme disait Coralie tout à l'heure par rapport à une question précédente. On essaye de gérer les deux, et puis on va voir quand ça sort. Quoi. C'est ça l'aspect, c'est le bordel en fait. D'accord. Oui, je vois bien. On essaye de faire ce qu'on peut et on avance. Voilà, on est que deux et on s'est aperçu que quand on communiquait trop tôt ou parce que ça nous est arrivé, hein, mais au risque de vous surprendre, quand on communiquait trop tôt, genre 10 ans trop tôt, ou quand on communiquait en fait pas au moment et pas au moment qu'on choisissait, on se retrouvait en fait à devoir gérer de la com, des questions, des trucs comme ça, ce qui est très chouette. Hein. Mais on a besoin d'avancer sur la prod en fait. Ça prend du temps, ouais. Moi, ça prend du temps de répondre à tout ça. Ça, donc on parlait un petit peu avec votre feeling et votre ligne éditoriale, c'est que voilà, on va retrouver Château qui va jouer avec des cartes, on va retrouver du coup Monster Earth où tu vas c'est un système apocalypse quoi, c'est votre premier système apocalypse dans votre gamme. C'est vrai, vous avez des goûts du coup et c'est plus des coups de cœur que vraiment genre un système qui nous plaît, on va prendre tous les jeux de ce système ou tous ces jeux de cet éditeur ou de cet auteur-autrice quoi. C'est plus vraiment du coup de cœur, du feeling, celui-là on a beaucoup aimé y jouer, on veut le proposer quoi. Ouais, il y a vraiment un côté où aussi on aime bien explorer, un peu découvrir tout ce qui te fait sur différentes scènes, quoi. Donc on peut très bien avoir, voilà, Château Falkenstein qui date des années 90, qui est issu, on va dire, d'un grand moyen éditeur américain que voilà des jeux indés quoi qui viennent d'une scène où ça a été fait et distribué par une seule autrice, un seul auteur. Ouais, voilà, c'est vraiment le côté game design qui nous botte. Donc c'est vrai que comme on trouve des choses très chouettes en game design dans plein de sphères différentes, on n'hésite pas à les picorer et à les prendre ce qui nous plaît là-dedans, quoi. Ah bah nous, on va y bosser pendant des mois et des mois sur les jeux avant autant que ça plaise, quoi. Faut vraiment que ça nous plaise et puis il faut pas qu'au bout de 5 minutes, on se dit ok, non, mais on va pas refaire de partie ce soir parce qu'on a déjà fait 2, quoi. Ça, c'est mauvais signe. Ouais. On va attaquer la deuxième partie, on va parler un peu plus spécifiquement de la série Sortir de l'auberge, parce que c'est quand même des ouvrages du coup qui sont assez surprenants finalement quand on arrive à sortir des ouvrages qui sont didactiques en fait finalement sur le jeu de rôle, qui parlent de jeux de rôle et qui sont pas des jeux de rôle en fait. Donc voilà un petit peu parler de cette genèse, de comment vous avez fait ça. Et la première question ça va être comment vous avez abordé les auteurs et les autrices qui ont participé la première fois en expliquant le projet, en pitchant le projet, qui sortait de nulle part quoi. Comment vous avez démarché, vous leur avez dit quoi pour leur convaincre que ça allait marcher et que vous allez le sortir en livre, en fait? Je sais plus. C'était après une soirée arrosée, après la thèse. On s'est réveillés, on était tous ensemble, on avait écrit des trucs, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Il y avait un titre dans la baignoire et Olivier Caïra m'a dit... Un peu toutes vos réponses, en fait. Hein. C'est tout ça. Very bad book. Parce que autant Olivier Caïra, je l'ai vu en jury de thèse. Je me dis bon voilà, c'est peut-être là qu'ils ont pu un petit peu. Mais alors les autres, du coup, comment vous êtes mis en relation? Comment vous leur avez pitché le truc? On a des amis. C'est parce que ce sont des amis. Ah, du coup ils ont pas été payés. On n'est pas si sociaux que ça en fait. Il y a pour pas mal des auteurs, c'est des gens avec qui on bossait depuis certains quasiment 15 ans quoi. Sur d'autres projets, chez d'autres éditeurs, il y en a plein où on avait, par exemple, tu parlais d'Olivier Caïra, on avait déjà fait un bouquin en 2007 ou 2009 ensemble, je crois. Effectivement, il était intervenu sur la thèse aussi de Coralie. Il y a plein d'autres, c'est des gens avec qui on a discuté de game design jusqu'à pas d'heure. Clairement, je pense au Grumpf, par exemple, j'arrivais sur un bouquin, mais je vous raconte pas le nombre de nuits passées à se dire mutuellement qu'on faisait de la merde sur nos jeux. Et d'abord, puis ensuite à discuter et à trouver plein de trucs intéressants pour améliorer nos jeux, quoi. Et
Et voilà. Et après, il faut savoir qu'au tout début, en fait, on pensait que ces bouquins n'allaient absolument pas marcher. On nous l'avait répété plein de fois partout. Et c'était vraiment une constante sur tous les premiers jeux, jusqu'à Shadow of Falkenstein, donc qui est l'exception. On nous a toujours dit ça va pas marcher. En fait. Et sur ce recueil-là, au départ, on n'était pas associés. Au départ, on pensait pas le sortir en crowdfunding. Globalement, donc puisqu'on n'était pas associés, c'est moi qui finançais le truc, et moi je m'attendais à perdre de l'argent. Alors, le but c'était pas d'en perdre, on essayait de pas en perdre, c'était pas de faire la vente à perte, hein, on n'est pas du tout dans cette situation-là, mais de se dire, voilà, en gros, vu le temps passé, ça va pas être rentable. Mais on veut que ce truc il existe en fait. On pense qu'on a besoin. Il y avait d'autres jeux comme ça, mais d'autres livres comme ça, mais on pensait que cette approche-là, plus manuelle, en essayant d'avoir une pluralité, tout ça, était importante. Et clairement, moi je me souviens m'être posé la question, si jamais ça doit être en four, et qu'au final, ça revient à payer les auteurs pour avoir juste l'article pour moi, de qui et sur quel sujet je suis prêt à payer cher pour avoir un article pour moi, en fait. Et assez vite, il y a des noms qui sont imposés. Et c'était un truc qui était un peu complexe à l'époque, parce qu'on a aussi eu, après l'apparition du premier, on a eu beaucoup de gens qui nous ont proposé. Au départ, c'était un peu difficile de convaincre les auteurs, parce que personne ne se sentait légitime. Et quand je dis personne, on parle... Enfin, vous avez vu les auteurs, quoi. Il y a des gens qui ont de la bouteille, quand même. Et quand ces gens te disent qu'ils pensent pas être légitimes, tu fais OK, vous arrêtez vos conneries de suite, quoi. En vrai, on leur a pas dit ça, mais poliment, quoi. Mais la tentation a été grande parfois. Et voilà, et effectivement, il y avait cette idée-là, de dire à qui je fais ça. Et puis, et je disais, dans la suite, on a eu des gens qui nous disaient je peux écrire un truc pour toi. Et on disait d'accord, mais sur quel sujet en fait? Parce que encore aujourd'hui, c'est assez difficile, à part certains auteurs très marqués, de savoir sur quoi les auteurs en question sont bons. Le fait d'être un auteur, ça veut pas dire qu'on joue spécialement bien, ou qu'on a... ça veut souvent dire qu'on a réfléchi à la pratique. Mais à quel point on peut la transmettre, sur quel aspect de la pratique on a réfléchi, c'est quelque chose qui est pas toujours mis en avant. Mais par notre secteur de façon générale, en fait. Je parle pas des auteurs ou des critiques ou des machins. De façon globale, c'est quelque chose qui est assez peu identifié. Encore une fois, à part quelques personnes très, on va dire, très médiatisées, en fait. Que ce soit médiatisé sur l'ensemble du jeu de rôle par rapport au grand public, ou que ce soit médiatisé par rapport à, on parlait tout à l'heure de la scène indé, par rapport à de la scène OSR, peu importe en fait. Donc c'était des discussions comme ça qui étaient un peu difficiles, parce que globalement on était plein de personnes en fait à pas trop avoir réfléchi comme ça. Moi par exemple, si vous me demandez qu'est-ce que je sais bien faire en tant qu'auteur de jeu de rôle, je suis pas sûr de savoir vous répondre. D'accord. Enfin, très probablement, je vais vous répondre par une blague et je vais éviter la question. Du coup, c'est quoi que tu sais bien faire en écriture de jeu de rôle? Alors, c'est une nonne qui rentre dans un bar et... C'est ça. Pour tout te dire, je suis en train de me demander qu'est-ce que je pouvais dire, à quel point je pouvais faire des blagues de cul sur YouTube. Le moment où c'est censuré. Quel mot je peux sortir pour que la chaîne se fasse bannir? Mais pourtant, la boîte à outils, si je confonds pas, la boîte à outils, c'est que vous deux qui l'avez écrite, il me semble. Donc comme quoi... Mais c'est surtout qu'en plus, c'est rigolo parce qu'il y a... Enfin, moi, je parle pas beaucoup, mais je lis pas mal quand même. Et je crois pas avoir déjà vu un seul commentaire qui soit négatif ou autre sur ces bouquins, en fait. Ou sur les personnes qui ont participé. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est... Ou alors vous les effacez. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une censure derrière.
Si vous voulez vous marrer, allez sur la page d'Amazon Ah, de mener des parties de jeux de rôle. Ah non, mais d'accord, non, ouais. Non mais, ok, non mais Là, aussi, quoi. on en trouve des critiques comme Ah ça. ouais, non mais d'accord. ouais, mais bon. Ouais, non, après, il y a eu ça, il y a eu les gens aussi qui disaient qu'ils en avaient pas besoin ou qu'ils avaient rien appris. Et on a trouvé ça assez fou. Les gens qui disaient qu'ils avaient rien à apprendre de Tristan Loeb en scénario et qu'ils avaient rien à apprendre de Jaworski pour créer un personnage. Oui. Et Mhm. c'était assez, tant mieux pour eux. Hein. Mais bon, voilà, il y avait ça aussi comme critique qu'on a pu lire. Voilà. Ouais, c'est des critiques Je suis auxquelles totalement on passé à côté. s'attendait pas mal en vrai, parce que Ouais. comme on écrivait déjà des articles de conseil dans d'autres médias, en fait, Mhm. c'est quelque chose... enfin, quand tu écris des articles de conseil, tu sais que ça va arriver. C'est-à-dire que les gens vont te dire c'est bien, mais pas pour moi, parce que moi, Ouais. je sais déjà. Mhm. Et ça fait partie du jeu, en fait. Voilà, on le sait. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup de choses... Enfin, comme le disait Coralie, on a eu beaucoup de choses comme ça aussi. Et Mais après, ça, vous l'aviez anticipé, c'est les genres de retours que vous aviez anticipés, en fait. Et s'il y a eu des retours que vous n'aviez pas anticipés? Ceux qu'on Genre- t'a montré tout à l'heure. Ouais, sur le féminin, ça c'est un truc Non. que personne s'y attend, quoi. Bah, si, un peu, mais peut-être pas dans ces proportions-là. Bon, maintenant ça va, hein. Mais c'est vrai qu'au début, ça agitait beaucoup de discussions et ça touchait quelque chose d'assez profond chez les gens, dans le sens où c'est les mêmes gens qui disaient que fallait pas le faire parce que ça ne servait à rien et qui en même temps, on voyait que ça les touchait profondément et qu'ils écrivaient des pavés de texte. Donc c'est un peu contradictoire de dire ça sert à rien, mais je vais expliquer. Voilà, je vais expliquer pendant des pages et des pages à quel point ça ne va pas. Donc, ouais, ça a pris une ampleur un peu importante, mais bon, maintenant ça va, et puis ça s'est beaucoup répondu. Hein. Oui. Donc, Je crois que c'est Roll & Play, non, qui a un livre de la meneuse. Ils avaient annoncé un livre de la meneuse, je crois. Alors, c'est par RuneQuest, ça? alors, les deux, en fait. Voilà, il y avait RuneQuest et Ah, puis bah. il y avait Roll & Play, ouais, tout à fait. Et Capitaine Vaudou aussi qui a été fait Ah ouais dans ce système. Ouais, il me semble que Capitaine Vaudou, donc Pierre Rosenthal avait fait aussi le choix de ça dans son bouquin. Ok. Ouais, Alors, voilà. je l'ai pas lu, mais Pierre est assez... Enfin, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, je crois, et donc ça m'étonnerait pas que, effectivement, dans Capitaine Vaudou, ça se retrouve aussi. Le Grump, on en a parlé, l'a fait aussi. Enfin, il y a pas mal de monde, en fait, et c'est très chouette, mais effectivement, nous, quand on parlait de ça au début, on n'imaginait pas, en fait. On avait quasiment pas parlé, parce que c'était pas un sujet... Enfin, c'était important pour nous, mais on pensait pas que ça allait être important pour qui que ce soit d'autre. Si vous voulez, c'est un peu comme les histoires de carte X. On aime ou on n'aime pas la carte X, mais une fois que les gens qui détestent ça ont arrêté de ressasser entre eux en boucle et de faire caisse résonance sur le fait qu'ils aimaient pas, on n'en parle quasiment plus. Et les gens qui veulent l'utiliser, les gens qui veulent pas l'utilisent pas, et c'est réglé, en fait. C'est... faut dépassionner un peu tout ça. Mais effectivement... Quand vous parliez des réactions auxquelles on s'attendait pas, ça on s'y attendait pas. Oui, j'imagine, ouais. Surtout les appels la nuit, quoi. Non, mais ça, sincèrement, c'est très peu arrivé, je crois. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Ouais, mais juste une fois. Mais ce qui est le plus frustrant, c'est que ce soit le cœur du sujet plutôt que de parler du bouquin en lui-même, quand même. C'est ça. Enfin... ça éclipse tout le travail du bouquin juste pour une question de formulation. Ça va plus loin que question de formulation, je suis d'accord. Le message va plus loin, en fait. Mais après, si vous en avez entendu parler, enfin, si vous en avez pas beaucoup entendu parler, c'est qu'a priori, c'était pas... ça allait. Enfin, ça allait. Ouais. Non, moi, j'ai vu justement que des bons commentaires sur ce bouquin de la part de personnes qui faisaient du jeu de rôle depuis de nombreuses années et qui ont trouvé que c'était bien amené, que c'était bien tourné, qu'il y avait toujours des trucs à glaner par-ci par-là et que la perfection n'existe pas. Quoi. Il y a toujours quelque chose à en retirer. Quoi. Donc, enfin, c'est mon point de vue. C'est libre sur le sujet ou c'est vous qui avez imposé le sujet que vous leur donniez chaque chapitre? En général, on proposait un sujet. On disait, on aimerait bien que tu écrives quelque chose là-dessus, en général. Parce que justement, comme disait Jérôme, on se disait, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'un tel a à dire sur tel sujet, en fait. On connaissait aussi les spécialités des gens. Comme disait Jérôme, c'est pas mis en valeur dans la sphère... dans la sphère publique, quand on fréquente pas les gens, quand on discute pas avec eux. Déjà parce que ça a un petit peu changé, mais le côté auteur
de jeu de rôle n'est pas mis en valeur. Donc des fois, si on fait pas gaffe, on aime des jeux, on sait pas forcément qui les a écrits, on connaît pas forcément les maisons d'édition. Mais voilà, quand on a une connaissance des gens, du milieu, du fonctionnement des maisons, on commence un petit peu à savoir quelles sont les spécialités pour le coup. Et c'est pour ça qu'on est venu avec des propositions en général. Après, on a affiné, on a discuté avec eux pour savoir ce qui les inspirait ou pas. Mais voilà, par exemple, quelqu'un comme Tristan Lhomme, il est évident qu'on va lui demander de nous parler de scénario, a priori. Mettre en scène les combats, je vois pas. Alors, pour l'exemple des combats, c'est Romain Dussier qui a fait ce chapitre. Bon, Romain, c'est quelqu'un... avant qu'on qu'on publie des jeux, alors je crois que Romain avait déjà travaillé un peu pour Backstab, mais je veux pas dire de bêtises, parce que ça remonte à 20 ans en fait. On traînait déjà ensemble sur les forums de L5R et sur Cassius No, je crois à l'époque, à se batailler sur nos goûts respectifs sur le cinéma de Tatane. Pour savoir qui était le plus fort entre la tatane japonaise qui dit chocolatine et la tatane chinoise qui dit pain au chocolat, quoi. Enfin, c'était ce niveau-là de débat. La tatatine et la tatane. Et du coup, et on a bossé ensemble sur Chin pendant des années, puis sur d'autres jeux. C'est quelqu'un à qui on a bien sûr fait appel sur des projets à nous, quoi. Et c'est quelqu'un qui a une culture de fou pour ce qui est de la mise en scène du combat, on va dire. Et qui a écrit des jeux, tout ce qu'il a fait sur Chin, il y a une connaissance, on a eu le temps de voir avec lui, et d'en discuter, il y a aucun doute possible, en fait. Sur sa connaissance des combats, des différents types de combats. Faut imaginer qu'avant, donc 15 ans avant, on était en train d'échanger sur des forums pendant des heures sur la mise en scène sur des films. Je pense à des films comme Hero ou Duel to the Death, peu importe, des films de sabre ou de tatane. Mais parce qu'on n'est pas exclusif dans nos choix, on accepte les films de sabre aussi. Et pour sur justement comment était mise en valeur telle ou telle scène ou tel cinéaste. Alors bien sûr, le jeu de rôle, c'est pas que le cinéma, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel il se posait des questions, il s'en pose toujours, il a une réflexion qui est très intéressante. Donc oui, on le voulait là-dessus. Je mettais juste en avant ce point-là parce que ça avait été un élément... pour dire oui, il y avait des gens qu'on connaissait déjà avant, et typiquement le cas de Romain est un exemple assez parlant. Et il y a bien sûr des gens qu'on est allé chercher sans forcément les connaître particulièrement, mais parce qu'ils nous semblaient avoir tenu, alors soit on va dire sur des forums ou réseaux sociaux, on a vu des trucs qui nous paraissaient intéressants, soit en jouant avec, soit et on voulait apporter des voix en fait qui n'étaient pas forcément des voix qu'on entendait tout le temps. C'était important pour nous d'avoir des profils super variés avec effectivement des vétérans, des gens qui sont, on va dire, de nouvelles voix en fait. Je sais pas comment mieux le dire. D'accord. Il y en a certains, c'est une question que j'ai pas prévue. Il y en a certains que vous saviez déjà que leur vision correspondait pas à la vôtre, mais vous avez quand même souhaité qu'ils apparaissent dans ces ouvrages, ou c'était vraiment que de la curiosité et vous saviez pas trop à quoi vous attendre, ou justement vous étiez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient produire. Oui, alors, il y avait forcément des gens, je pense, où on avait en tout cas des habitudes de jeu qui étaient plus proches que certains autres, ou certains goûts de jeu. Et de toute façon, la curiosité, c'est clair qu'elle était là, quoi. Nous, après, forcément, on était assez vigilants en tant qu'éditeur sur ce qui était dit dans les textes. En gros, on voulait pas qu'il y ait des choses qui nous semblaient factuellement fausses. Et donc, en fait, on faisait la différence entre les différences d'opinion qui ont le droit d'exister, en plus qu'on encourage à exister.
puisque pour le coup, l'objet des recueils, c'est aussi d'avoir cette diversité-là, et même nous d'aller au-delà de nos propres goûts pour que ça fasse vraiment du sens. Et en réalité, nous, l'enjeu, il a été là-dessus, quoi. Parce qu'on n'aurait pas forcément, voulu dépasser cette frontière. Et des fois, après, ça donne lieu à des discussions. Hein. Forcément, qu'est-ce qui relève des faits objectifs, qu'est-ce qui relève de l'opinion, c'est pas forcément évident. Mais ouais, nous, on savait qu'il y avait des gens, personnellement, avec qui on a fait plus d'affinité sur tel ou tel thème. Mais l'idée, effectivement, c'était vraiment d'avoir cette curiosité et surtout pour prétendre à avoir une espèce de somme de connaissances du jeu de rôle qui soit pas exhaustive, mais qui soit, on va dire, le plus diversifié possible. On était un petit peu obligé d'en passer par cette optique-là. On a même demandé à quelqu'un qui a refusé du coup de participer, donc du coup je dirais pas son nom, mais qui pensait que les bouquins de conseil en fait étaient pas pertinents en fait. Que c'était les... Et lui dire d'accord, ça peut nous intéresser d'avoir ton point de vue à deux conditions. La première, c'est que tu te foutes pas de la gueule de nos lecteurs. C'est-à-dire que tu fasses quelque chose qui leur serve quand même. Et l'autre, enfin, je veux dire, c'est la même chose, et que tu leur apportes quelque chose en fait. Mais même s'il faut remettre en cause le reste du bouquin, c'est pas grave en fait. Du moment que ça apporte une vision intéressante en fait, qu'on peut en retirer des choses utiles pour la table. Et ça peut être tout à fait d'exposer les limites de notre démarche. Il n'y a pas de souci en fait. La personne n'a pas souhaité le faire, ce que je comprends, parce que c'est un exercice difficile en fait, d'écrire dans un bouquin de recueil pour dire les bouquins de recueil servent à rien. Quoi. Mais enfin voilà, on a été chercher des gens avec qui on n'avait pas dont on partageait pas forcément les goûts, etc. Quoi. Comment vous avez choisi de diviser ces deux livres en fait entre jouer, mener et la boîte à outils? Dans l'idée, alors les deux premiers, donc c'était avoir des articles à destination donc des meneuses et des meneurs, et ensuite des joueuses et des joueurs. Du coup, en général, le tome pour les joueuses est aussi beaucoup lu par les MJ. Ça, on s'y attendait un peu, évidemment, mais c'était un discours dont on voulait pas se passer parce qu'on a l'impression, enfin, de notre point de vue, c'est souvent un savoir qui est sous-estimé. Et évidemment, notamment pour l'accessibilité au jeu de rôle, on va pas dire à tout le monde pour savoir bien jouer, il faut faire ça, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais on sentait qu'il y avait quand même des choses à creuser, à explorer là-dedans. Donc du coup, pour nous, la division, elle nous paraissait assez utile. Et pour le troisième tome, dans l'idée, en fait, c'était de prendre des sujets plus restreints et de vraiment plus long mais plus restreint. Et de vraiment exploiter en fait des techniques particulières là où les premiers tomes avaient des sujets un peu plus généralistes dans l'idée en fait, des articles qui brassaient un petit peu plus large, contre le troisième qui était censé avoir des articles plus courts pour viser une technique très particulière. Bon, dans la pratique, les frontières, on va dire, elles sont devenues un peu plus floues. Mais en tout cas, la division initiale, c'était ça, et c'est comme ça qu'on l'a pensé, quoi. Cette division, elle était pensée dès le début, ou vous avez d'abord pensé à mener et jouer, puis après, il nous reste du matos pour faire boîte à outils? Non, c'était dès le début, parce que vraiment, c'était les 3 premiers tomes qui étaient pensés comme ça dans la collection. On a lancé le financement comme ça, et nous, dans l'idée, c'était dès le début que ça avait été réfléchi de cette manière-là, quoi. D'accord. Alors, sachant que c'était dès le début, mais qu'on pensait, nous, que ça allait déjà être compliqué de financer le premier tome. Donc, dans un monde idéal, on ferait ces 3-là, quoi. Ah oui, on a été pareil, on pêche rarement par optimisme chez Lapin Marteau. On a été surpris. Enfin, c'est une histoire qu'on a racontée souvent. C'est Coralie qui s'est occupée des aspects graphiques du financement participatif, des images et tout ça. Et en fait, elle n'était pas là les premiers jours. Les premiers jours du financement. Enfin, je crois que c'était le premier jour, oui, mais après, non. Ouais, j'étais en colloque, en fait. En gros, colloque de littérature populaire, quoi, voilà.
Donc nous, on avait fait des paliers en se disant, bon, de toute façon, ça marchera pas, mais si on pouvait, on ferait ça. Et il faut faire attention, il faut pas qu'on se fasse piéger, il faut vraiment promettre que les trucs qu'on a envie de faire et pas se laisser enflammer. C'est bon, on est large, vas-y. Et puis ça a été, ouais, Coralie, on a un problème, ils ont claqué tous les paliers en un jour, on sait pas quoi faire. Bon. Et, On va pas se plaindre. Non, bah c'est ça, plutôt bonne surprise du coup quand même. Ouais, mais du coup, ça va être difficile de pas se laisser emporter par le truc et trop promettre derrière. Ouais. C'est ça le vrai piège. Oui, bah après, c'est vrai, mais on a eu, bon, il n'y avait pas encore énormément de crowdfunding, mais bon, il y en avait quand même pas mal. Et notamment dans le jeu de plateau ou quoi, on avait quand même vu des exemples en s'intéressant un peu qui permettaient de garder la tête froide et de dire bon bah voilà, il y a des gens, ils sont plantés alors que leur crowdfunding a super bien marché. Sur quoi ils ont fait des erreurs et comment pas reproduire. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des erreurs qu'on n'a pas reproduites ou faites, hein, évidemment. Mais effectivement, en tout cas sur le côté, on va essayer de promettre des choses déjà qui servent aux gens. On avait vraiment dans l'idée de vouloir proposer des paliers qui soient un vrai apport sur la durée. Et du coup, voilà, en plus, en regardant ce qui se faisait à côté, on avait vraiment en tête de pas trop promettre et de pas aller trop loin et de pas ajouter trop de travail qui allait encore allonger le temps, quoi. C'était pas forcément évident, en plus, à l'époque. Hein. Ouais. Et au final, on a quand même pris trop de temps. Mais Et du coup, cette réflexion que vous avez, en général, sur ce loisir, sur le jeu de rôle, en fait, est-ce que vous l'avez aussi sur d'autres loisirs que vous avez, genre jeux de société, cinéma? Est-ce que vous aussi, vous avez cette volonté, capacité ou ce réflexe d'analyser aussi plein d'autres trucs, en fait, autour de vous? Ou c'est vraiment spécifique au jeu de rôle? Ce recul que vous avez ou On est chiant sur tous les sujets. Ouais, c'est ça. Cinéma, film de tatane. ouais, après on a des spécialités différentes, mais ouais, je pense qu'il y a certains trucs sur lesquels on peut être très analytique. Moi, c'est la musique notamment. Voilà, je suis musicienne aussi, je fais de la guitare, et alors sur certains trucs très spécifiques, parce que la musique c'est très large et très riche, mais oui, je vais avoir tendance à analyser certaines choses, et d'ailleurs ça m'a servi pour les recueils, parce que quand j'entendais oui, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on n'apprendra rien. Moi j'ai eu plein de profs de guitare, je connais des gens qui sont musiciens professionnels, qui ont suivi des cours, et oui, il faut jouer, mais jouer intelligemment pour pouvoir consacrer son temps de façon optimale en s'améliorant bien. C'est quand même vachement important d'avoir des bons profs pour les bons objectifs, en fait. Et ça, adapté à la pratique du jeu de rôle. Justement, pour les recueils, c'est un parallèle qui m'a beaucoup parlé. C'est peut-être aussi pour moi que c'était aussi évident que ça pouvait être très, très utile. Donc oui, effectivement, cette analyse, elle se porte sur ce sujet-là. Et oui, et forcément aussi sur la littérature. De toute façon, voilà, quand je lis un livre, enfin voilà, si j'édite aussi des romans, c'est pour cette raison-là. Quand je lis un livre, bah forcément, oui, je vais penser à des questions de narratologie, je vais penser à des questions de construction d'univers, de cohérence des personnages, de style, d'effets de style. Clairement, ça va venir aussi. De la même manière, alors un petit peu moins quand je regarde une série ou un film, je vais la voir aussi, mais j'essaye plus de me déconnecter, justement, ouais. pour dire profiter et pas voilà, parce que sinon c'est ça. Des fois ça marche mieux que d'autres, mais il y a cette idée-là, et ce à quoi je le fais plus, mais j'essaie de le faire a posteriori, c'est aussi un peu les jeux vidéo. Mais pareil, Parle-nous de Mass Effect, quoi. Non. Mais j'essaie pareil de le faire a posteriori pour essayer de profiter pendant de la façon la plus, j'allais dire, subjective possible, pour ensuite me ramener à quelque chose de plus analytique. Et bon, je dis ça marche aussi pour le jeu de rôle grandeur nature, bien évidemment, quoi. Mais après, c'est sur effectivement les passions et les choses qui m'intéressent. Mais de toutes les manières, pour moi, toutes ces sphères-là, musique, jeu de rôle, GN, roman, jeux vidéo, elles sont toutes très liées. Elles ont évidemment leur spécificité, hein. Mais il y a quand même des liens dans les analyses et des ponts qu'on peut faire qui s'entre-nourrissent pour moi, et dans lesquels j'aime bien faire du ping-pong entre tout ça, en fait. Voilà. Ok. Et ça vous arrive en pleine partie de jeu de rôle aussi de vous dire attends, 2 secondes, que je réfléchisse, t'as vu ce qui s'est passé là quand même, ou non, d'avoir cette posture de réflexion où vous arrivez quand même à jouer, déconnecter, profiter, et après on réfléchit. C'est pas un réflexe en fait.
Moi, je trouve que ces questions, c'est des attaques personnelles de plus en plus. Ouais, non mais bien sûr, je te vise pas personnellement, tu vois, mais je me permettrai pas de te nommer, tu vois, mais C'est gentil, c'est gentil. non, on rentre dans la sphère privée, je comprends là. C'est Si, quand on écrit des recueils de conseils ensemble, on se dit ah. Tiens, là, je pense qu'il est en train de faire ça, là. Mais en général, on le garde pour soi pour ne pas pourrir les autres autour de la table. Alors, il y a deux écoles là-dessus, hein. Il y a deux écoles. Oui, et des fois, je pourris, j'avoue. Sur la boîte à outils dont on a parlé, en fait, je crois que quasi tous les exemples, et sincèrement, je dis quasi, mais je suis même pas sûr que ce soit nécessaire, ça vient de parties qu'on a jouées. Ou de situations en jeu. Donc, pour les... non, je crois que c'est pas tous les exemples, mais pas loin. Mais par contre, toutes les fiches, quoi. Donc, quand on bossait dessus, on s'est beaucoup remémoré les parties qu'on avait faites ensemble pour illustrer. Donc, c'est un peu le sens inverse de ce que tu disais. Mais oui, ça nourrit fortement. Enfin, les deux se nourrissent, quoi. Il n'y a aucun problème. Et concernant les parties, ce qu'on fait beaucoup, qui est sans doute une façon un peu alien de jouer pour plein de gens, c'est de se lancer des défis avant de commencer une partie. Alors, individuellement, hein, pas... Coralie me dit pas, tiens, je te mets au défi de faire ça, quoi. Ah, Enfin, pas toujours. Mais de se dire, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un truc qui arrive tout le temps dans une campagne ou un one-shot, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire là que je n'ai jamais fait, en fait, ou que je veux refaire parce que je l'ai fait, mais il y a 20 ans et dans un style différent, tu vois. Et des fois, ça foire totalement, des fois, ça marche. Mais c'est aussi une façon de pas être, surtout quand on est meneur, de pas dérouler la même chose, en fait. Et du coup, de pas laisser un ennui s'installer. Ok. Et ouais, ça me fait penser que ça permet aussi de casser certains mythes, parce que dans la musique, on a souvent ce mythe qu'il faut commencer tôt, beaucoup travailler pour être un musicien professionnel et faire de la qualité, et c'est de moins en moins vrai, notamment avec la musique assistée par ordinateur, tout ça. Et on peut devenir musicien, j'allais dire, de qualité professionnelle en ayant un autre travail à côté, en travaillant son instrument depuis pas si longtemps, mais parce qu'on l'a fait de la manière la plus optimale. Enfin, il y a plein de mythes comme ça dans tous les secteurs un peu créatifs qui méritent un peu d'être cassés. Et je pense que dans le jeu de rôle aussi, et c'était aussi un peu l'objet des recueils, en vérité, parce que avoir des gens qui ont réfléchi sur une pratique et qui disent, bah voilà les conseils que je peux te donner, surtout si tu débutes, c'est quand même vachement précieux pour gagner du temps, quoi. Et dans l'idée, avoir cette somme, qui en plus était un peu éparpillée partout sur le net, même si ce savoir, évidemment, il existait déjà, c'est vraiment aussi dans cette idée-là, quoi. Et du coup, c'est intéressant quand on analyse d'autres médias créatifs de voir des mythes qui existent déjà dans qui on a déjà participé à déboulonner ou qu'on a déjà vu se déboulonner, les revoir dans le jeu de rôle et voir comment on peut aussi travailler dessus dans le jeu de rôle, quoi. L'autre aspect là-dessus, c'est que comme il y a assez peu de bouquins à propos des pratiques rôlistes, en fait, il y a beaucoup de bouquins de jeu. Il y a des bouquins sur l'histoire du jeu, il y a des bouquins qui présentent le jeu de rôle à des gens qui ne connaîtraient pas. Mais des bouquins de conseils, en tout cas en français, il y en a en fait pas tant que ça, et c'est finalement assez récent. On a des... Enfin, assez récent, je parle à l'échelle du loisir, hein, je parle pas de... Il y a des précédents, hein, c'est évident. On peut citer les bouquins de John Wick, on peut citer le supplément leur série de Cassius Belli à la fin du millénaire dernier. Place to go, people to be, sur le net. Pardon, je parlais des trucs imprimés, mais effectivement, sur le net. C'est pas... on parle régulièrement de l'histoire du GDR et des magazines, des trucs de conseils, il y en a dès le début. Il n'y a pas de problème. Par contre, en fait, pendant très longtemps, ils n'étaient pas accessibles. Et c'était assez rare. On va dire, si vous avez commencé à jouer avant 2010, à part justement le fameux hors-série, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, si vous vous intéressez à ça, vous n'avez pas tellement de choix
si vous voulez trouver des trucs, à part aller les chercher dans d'autres domaines, en fait. Moi, je sais que pour l'écriture, je suis allé beaucoup les chercher dans les bouquins de conseils, enfin d'écriture audiovisuelle, en fait. Oui, moi, j'avais lu Anatomie du scénario, je me rappelle, Ouais, quand j'ai commencé le jeu de rôle. Parce que Alors- c'était le truc qu'on me conseillait, parce qu'il y avait rien d'autre, en fait, finalement. Mais voilà. Donc c'était des trucs de cinéma, quoi. Du coup, en lisant plein de trucs comme ça, t'étais un peu obligé d'analyser ce que tu vois dans d'autres domaines. Il y a plein de choses super intéressantes dans la BD aussi, par exemple, à récupérer. C'est des domaines qui sont plus balisés. Niveau game design, on a lu plein de bouquins de game design, mais de jeux vidéo. Ou de jeux de société, mais même le jeu de société, alors c'est pareil, hein, il y a des bouquins qui existent depuis très très longtemps sur le sujet, mais accessibles et courants, et quand je dis accessible, c'est à la fois disponible et accessible pour les lecteurs, quoi. C'est plus récent, et du coup, oui, on est obligé, enfin, bien sûr qu'on s'intéresse à comment c'est fait. Quand vous êtes tapé des bouquins sur l'écriture de scénarios qui sont pas d'accord entre eux, et que vous voyez tel film, voire que vous regardez tel film parce que ça est cité en exemple dans un des bouquins, vous pouvez pas ne pas y réfléchir en le voyant, quoi. Et d'ailleurs, ouais, quand on s'est rencontrés, la première grande conversation qu'on a eue, c'était un peu comparer Non, nos pas outils. celle-là, on peut pas parler. Où, par exemple, Jérôme me parlait beaucoup de ce qu'il avait lu en cinéma, en jeux vidéo. Moi, je lui parlais des outils d'analyse littéraire, de narratologie ou de fiction. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vachement échangé là-dessus. Comme ça, en confrontant un peu nos outils pour analyser le jeu de rôle. Et c'était vraiment très, très intéressant de voir un peu ces bagages un petit peu différents qu'on avait l'un et l'autre, en fait. D'accord. Bah, c'est super intéressant, hein. Ouais. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on peut lancer et C'est ça. ça durerait. C'est fou, hein. Vous allez quoi écrire un autre bouquin, en fait. Il paraît. Mais c'est prévu, c'est prévu. Non, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. C'est Non, attention, espéré, en tout cas. C'est espéré. pas de communication trop tôt, voyons.